Bonsoir à tous. L'aventure à ses prophètes, l'aventure à ses grands maîtres, l'aventure à ses héros mythiques comme London, Conrad, comme Monfred, comme Kessel, l'aventure à ses livres, et souvent de bons livres. Il était donc normal qu'Ex Libris lui rende hommage. Alors coup de chapeau tout d'abord à Haroun Tazieff, qui nous raconte la suite de son autobiographie. Et vous allez voir qu'il a beaucoup de choses à nous raconter et à nous montrer. Coup de chapeau à Surcouf, non pas Robert, mais l'arrière-petit-neveu, qui se trouve ici, Éric Surcouf. Éric Surcouf eh bien, a gardé de son ancêtre la passion de la mer, et lui, il va chercher les trésors engloutis, y compris d'ailleurs les trésors qui sont passés par le fond des suites de l'action héroïque de Robert Surcouf, le corsaire et non pas le pirate. On verra tout à l'heure ce qu'est la distinction entre les deux. Et puis coup de chapeau également à Nicolas Vanier, qui est l'auteur lui aussi d'un véritable exploit, parce qu'il a traversé pendant plus d'1 an la Sibérie, du sud au nord, avec un vrai regard, un regard de flâneur et aussi un regard d'écrivain. Nous en parlerons avec ce mythe sauvage Transsibérie, paru chez Robert Laffont. Coup de chapeau à Maurice Denisière, parce que pendant très longtemps, il nous a enchantés dans ses chroniques dans le monde, c'était quand il était grand reporter, et puis après, il nous a emmenés en Louisiane, et aujourd'hui, tout d'un coup, ça devient calme, il nous emmène en Suisse, au bord d'un lac, plus précisément en Helvétie, et nous verrons pourquoi grâce à ce livre qui paraît chez De Noël. Et puis Hervé Claude, lui, nous emmènera au Canada à travers ce roman pour lequel j'ai eu un coup de cœur qui s'appelle Le jeu de la rue du Loup chez Flammarion. Alors on va donc commencer par l'ancêtre, si je puis dire, entre guillemets, par donc Haroun Tazieff. C'est le 2e tome de son autobiographie. On peut peut-être juste dire un petit mot quand même du 1er tome, parce qu'il y a eu une relation avec l'actualité qui vient de se terminer. Vous nous racontez, d'ailleurs ça se voit quand on regarde votre nez, que vous avez été boxeur naguère et que vous étiez à 2 doigts de participer aux Jeux Olympiques. Oui, j'avais été présélectionné olympique en 1936. Parce que, bon, j'habitais la Belgique à l'époque. Pour la Belgique, hein. Pour la Belgique, et bon, j'avais atteint les championnats de Belgique amateurs, donc j'étais présélectionné. Et vous aviez une bonne chance de médaille d'or? Oui, j'avais une bonne chance de médaille d'or, oui. Parce que le gars qui a eu la médaille d'or, c'est un Français, qui était, comme on dit, à ma main. Mais j'ai eu une interdiction absolue de mon dictateur de mer, qui a absolument refusé, non pas que je boxe, elle l'avait admis, pas contre cœur, mais elle l'avait admis, mais boxer devant Hitler. Mais boxer devant Hitler. 1936, à Berlin, pas question. Elle avait parfaitement raison et je me suis incliné devant l'explication qu'elle me donnait à son interdiction d'y aller. Et vous avez échappé à d'autres métiers d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, vous étiez en train de vous chercher, oui, entre entomologiste, alpiniste, ouais. Prospecteur d'étain, vous avez oui, non, j'étais... donc à l'époque, c'était en 1936, ça je ne me cherchais pas du tout. Je faisais l'agro, j'étais étudiant à l'agro, je suis devenu ingénieur agronome pour finir, parce que mon rêve depuis l'enfance était de devenir explorateur polaire. Or, les explorateurs polaires, ils avaient tous été des marins, exclusivement tous des marins, y compris mes plus grands hommes, qui étaient Shackleton, qui étaient Nansen, qui étaient Amundsen, etc. C'était tous des marins au départ. Donc je me disais, pour devenir explorateur polaire, il faut que je sois marin. À 16 ans, j'ai voulu m'engager comme cadet à bord du navire école, et le commandant du navire école m'a un petit peu interrogé. Il a vu l'espèce de farfelu que c'était et il lui a expliqué que la marine d'aujourd'hui, c'est plus la marine de Surcouf. C'était plus la marine de Jean Bart. Pas du tout, que je me faisais des tas d'illusions. Et c'est vrai, je me faisais des illusions de gamin. Et il m'a détourné de faire le métier de marin. Alors j'ai été complètement anéanti parce que comment arriver au pôle? Alors,
dans les discussions que j'ai eues avec mes parents, est venue l'idée, lancée par ma mère, d'agronomie. Agronomie, d'où les eaux et forêts. Les eaux et forêts dans le Grand Nord sibérien ou dans le Grand Nord canadien, c'est le départ pour l'Arctique. Et voilà pourquoi j'ai fait l'agro, que j'ai commencé. Alors, la guerre est arrivée là-dessus, il y a eu des tas de changements, et je suis parti finalement comme géologue et ingénieur des mines au Congo belge, au Zaïre. Voilà, et ça nous amène tout doucement au volcan, hein, parce que quand même, il y a un volcan, un de vos chouchous, qui se trouve en Antarctique, qui est l'Erebus, Ah oui, ça c'est un que de mes vous avez grands amours. gravi. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Mais ce l'Erebus, volcan il a d'abord quelque chose de fabuleux, c'est qu'il se trouve au cœur du continent antarctique. Au fond de la mer de Ross, qui est une mer épicontinentale, ce n'est pas l'océan, c'est une mer de faible profondeur comme la mer du Nord, qui fait partie du continent. La mer de Ross également. Et au fond de cette mer de Ross, en 1841, le découvreur de la région, l'amiral James Ross, de la Royal Navy, a découvert, dans la navigation la plus au sud qui ait jamais eue, vers 78 degrés de latitude sud, c'est-à-dire à mi-chemin entre le pôle magnétique sud et le pôle géographique sud, à mi-chemin entre la base future de Terra Deli française, notre base française de Terra Deli, qui est sur le cercle polaire, et le pôle sud. À mi-chemin de là, il a découvert, au fond de ce golfe gigantesque qui est la mer de Ross, il a découvert un formidable volcan de 4000 mètres d'altitude, jaillissant de la mer, et en éruption. Il l'a baptisé Erebus, qu'en français on devrait dire d'ailleurs Ereb, et pas Erebus, mais enfin c'est Erebus, qui était le nom de son navire amiral. Il y avait deux navires, l'Erebus et le Terror. Et il a donné le nom à ce volcan. Or, ce volcan est tout à fait exceptionnel. D'abord par sa situation, 78 degrés de latitude sud, à 12 degrés à peine du pôle sud, 4000 mètres d'altitude, bardé de glace du pied jusqu'au cratère, c'est déjà quelque chose, mais en activité ininterrompue. Oui. En activité continuelle. Il y a une douzaine de volcans de par le monde à la fois à être en activité continuelle. L'Etna, c'est, je crois aussi, quand même, un endroit où vous aimeriez, disons, passer votre vie. Passer ma vie, peut-être pas, pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que je la passe de façon bien plus agréable dans la France, qui est tout de même un des plus beaux pays du monde. Hein. Mais qui n'a pas de volcan. Mais qui n'a pas de volcan sur son... Attention, attention. Il y a des volcans actifs, endormis dans le Massif central, qui vont se réveiller. C'est une quasi-certitude géologique. Mais peut-être pas avant 1000 ans ou 2000 ans. Hein. Bon, mais peut-être la semaine prochaine. Peut-être quand même. Donc je parle de vos prédictions tout à l'heure, voilà. Parce que ça nous intéresse. Et nous avons des volcans d'outre-mer. Hein, en Martinique, Guadeloupe, Réunion, nous avons des volcans très actifs. Mais l'Etna, c'est un volcan à l'activité continuelle, quasi continuelle, permanente, ce qui, pour un volcanologue qui étudie, comme nous le faisons, mes camarades et moi, qui étudie pour essayer de la comprendre, l'activité éruptive, pas la montagne volcanique, pas les roches qui la constituent, mais l'activité, pourquoi il y a une éruption, comment elle fonctionne. Pour ça, il faut observer du plus près possible et mesurer tout ce qui est mesurable. Pour ça, il faut une activité, parce que quand le volcan dort, ne vous intéresse pas. Le Vésuve, il dort, ne m'intéresse pas du tout. Il y en a des milliers comme ça. Mais il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine à être en activité continuelle. Et il y a notamment l'Etna, qui est tout près. Il est à 2 heures de vol de Paris. Hein. Et donc, c'est devenu notre volcan préféré pour faire de la routine d'observation. Alors, justement, à propos de vos prédictions, on en parlait tout à l'heure, vous êtes quand même l'auteur d'un certain nombre de prédictions avérées, hein, c'est-à-dire que quand vous avez dit à une population « bougez pas, il n'y a pas de danger », il n'y a pas eu de danger, et quand en revanche vous avez crié avec un peu d'alarme, eh bien, en effet... C'était justifié, mais c'est normal puisque dans le diagnostic volcanologique, il faut exactement ce qu'il faut pour un diagnostic médical. La connaissance qu'on acquiert à l'école, où on vous apprend ce que vos prédécesseurs ont découvert, donc l'état de la science à un certain moment, plus, pour les médecins c'est fondamental, la pratique clinique. Le médecin qui n'a jamais ausculté un malade, moi je ne lui confierais pas quelqu'un qui m'est cher. Hein. Tandis qu'un médecin, plus il a d'années de pratique clinique, plus il a ausculté de malades, plus il a trouvé ou pas trouvé, parce que parfois il ne trouve pas, il le dit quand il est honnête, il est de plus en plus compétent. La même chose pour les volcanologues, rigoureusement la même chose. Alors moi, je m'occupe de comprendre le phénomène
éruptive depuis 1948, ça nous fait maintenant 44 ans. Et je continue d'aller sur les volcans en activité. Mais vous êtes capable de faire ce soir amende honorable en disant là je me suis vraiment trompé? Eh bien, je ne me suis pas trompé. Vraiment, vraiment? Pas encore. Bon, Ça va arriver peut-être pour le avec... Massif central, on verra, oui. Mais le Massif central... Le Massif central, non. Je dis que je ne vois pas un seul géologue qui me contredirait là-dedans. Dire que le Massif central ne va pas se réveiller. Le Massif central a fait sa dernière éruption connue il y a environ 1500 ans, ce qui, à l'échelle de la vie d'une chaîne volcanique comme celle du Massif central, c'est quelques heures au maximum, même pas quelques minutes, de la vie d'un individu humain. Donc, bien sûr. Mais cela dit, parmi les prédictions les plus terrifiantes pour nous, disons, habitants de l'Hexagone, en tout cas, il y a eu cette prédiction sismique sur ce que vous imaginez de la région Côte d'Azur. Ça, c'est les tremblements de terre. Ouais. C'est un autre volet de mes activités. Oui. Et vous pensez réellement que cette région ne peut pas échapper à un tremblement de terre? Elle ne peut pas plus que les Pyrénées, pas plus que la Provence-Côte d'Azur et le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, parce que il y a deux choses. Il y a d'une part la géologie qui montre que ce sont des régions qui ne sont pas encore stables, et deuxièmement et surtout, il y a l'histoire récente, l'histoire de ces 6 derniers siècles qui ont donné aussi bien à Bâle, c'était le premier tremblement de terre historique de la France, c'est à Bâle qui s'est produit. C'est presque chez vous, monsieur Denis. Oui, depuis, il y a seulement des pollutions. Depuis, oui, il y a les pollutions. Ce qui est pire d'ailleurs, ce qui est bien pire. Celui de Bâle a été effroyable. Il a détruit les châteaux, les forteresses, les couvents, les églises, jusqu'à 400 km de Bâle. Chez nous en France, jusqu'à Vallon. Toute la Suisse y est passée. Toute la moitié de la Bavière y est passée. De là donc tous les dangers que peuvent encourir la création et construction de centrales nucléaires dans des endroits comme ceux-là. Centrale nucléaire, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Hein. On se fait des monstres là où il n'y a pratiquement rien à craindre. D'autant plus qu'elles sont construites pour résister au tremblement de terre. Alors on va rendre hommage, Haroun Tazieff, à 2 volcanologues que vous connaissiez bien, qui étaient Katia et Maurice Kraft, qui sont morts il y a à peine un an. C'était en juin de l'année dernière. En juin, donc c'était au Japon. Ils sont volcan morts de leur passion d'ailleurs. Je suis allé au volcan de Zen. J'y étais quelques semaines plus tard d'ailleurs. Et nous avions reçu Katia Kraft il y a de cela 4 ans, en février 88, dans une réalisation de Michel Herman. Katia Kraft qui nous dit ce qu'est sa passion justement du volcan. J'aime les volcans parce que c'est quelque chose de très vivant, de très fort, de très puissant. Et c'est ça qui a fait mon choix. Et d'un autre côté aussi, c'est extrêmement beau. Donc, je ne peux plus vivre sans eux. Vous avez dit aussi que quand vous vous trouvez au bord d'un volcan, vous oubliez et le monde et ses médiocrités. On oublie tout sur un volcan parce que c'est tellement grand, tellement énorme que vous n'êtes plus qu'un petit fétu de paille. La vanité humaine n'a plus aucun sens à ce moment-là. C'est un peu comme quand vous êtes sur une mer déchaînée ou dans un énorme orage. Et là, vous sentez vraiment que vous n'êtes rien du tout. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà, Katia Kraft, donc petit fétu de paille qui est morte de sa passion. Vous-même, cette passion, elle vous poursuivra jusqu'au bout de votre vie? Je ne partage pas exactement cette analyse de la passion. C'est pas aussi charnel. Ce n'est pas dans les paroles de Katia Kraft que je me retrouverai. Mais la passion que réellement donc j'ai éprouvée dès mon premier coup d'œil sur les volcans, le 1er mars 1948, c'est l'anniversaire, n'est-ce pas? Là-bas au Zaïre, au Congo belge à l'époque, cette passion qui est due d'une part à la splendeur extraordinaire du phénomène, vous avez aperçu quelques petites images là, mais vu en réalité et de près, c'est quelque chose d'unique au monde. Rien sur Terre ne peut se comparer au spectacle que donne le volcan en éruption. Ça, c'est donc l'aspect esthétique. La deuxième motivation pour moi, je me rappelle très bien là-bas en 48, ça a été l'aspect sportif. Ça semble inaccessible, donc on va essayer d'y aller. Hein, le plongeur essaye de plonger là où c'est impossible, l'alpiniste de gravir le sommet inaccessible, et ainsi de suite. Moi, j'ai voulu, en alpiniste que j'étais à l'époque, aller sur ce cratère en éruption. Et en troisième lieu, pendant que je m'approchais de ce cratère en éruption, des quantités de questions se posaient au niveau du géologue que j'étais à l'époque. J'essayais d'y répondre, certaines trouvaient une réponse
qui valait ce qu'elle valait, d'autres je n'avais pas de réponse, et c'est devenu mon motif essentiel, c'est essayer de comprendre. Savoir pourquoi la Terre gargouille. Ouais. Voilà, donc c'est ce deuxième volet des mémoires d'Haroun Tazieff qui couvre la période de 1950 à 1970 à peu près, À peu près, oui. ce qui nous laisse encore la joie d'un futur livre, et j'espère Au bien, moins, oui. au moins, et j'espère bien que vous serez là pour en parler. Merci. Alors, on va parler d'une autre passion, qui est la passion Ouais. de la mer, passion chez les Surcouf, transmise de père en fils depuis très très longtemps. Ça a commencé donc avec Robert Surcouf, qui est ce célèbre corsaire qui a mené la vie dure aux Anglais entre 1795 et 1810, et qui l'a vraiment... Ah, puis un peu après, mais enfin là, c'était quand même une période cruciale et charnière, qui a capturé quelque chose comme 50 navires, 47 navires dans l'océan Indien. 47 exactement. Oui. Et ce sont ces navires-là qu'aujourd'hui vous essayez un petit peu de repérer. Vous êtes d'abord occupé d'autre chose que des navires du grand ancêtre. C'est vraiment votre arrière. C'est mon arrière grand-oncle en fait. Ah d'accord, Parce qu'en arrière. fait, je Oui. descends de son plus jeune frère. Ils étaient 4 frères corsaires, les 4 frères Surcouf, et le plus jeune qui était, disons, il n'était pas vraiment corsaire, il était corsaire, mais il était, disons, la personne qui écrivait à bord des navires la correspondance. Donc je suis descendant de Noël Surcouf. D'accord, alors comme Haroun Tazieff... Sans doute aussi, excusez-moi, mais eux-mêmes étaient des descendants de marins. Oui, bien sûr. Ah bah oui, Donc l'ascendance. Il était né à l'ascendance. Saint-Malo, et évidemment... Ça remonte à la nuit des temps. Oui. ça. L'arrière-grand-père de Surcouf était même un des cofondateurs de la Compagnie des Indes, Absolument. à Saint-Malo. Alors, comme Haroun Tazieff, vous aussi, vous avez failli partir dans une autre direction, c'était la publicité. C'est votre métier, d'ailleurs. Oui, De base. Oui, tout à fait. Et C'est- votre passion, c'est la recherche des trésors. Oui, c'est la recherche, Des disons, épaves, disons. oui, de l'histoire engloutie, disons. Ces fameuses mémoires englouties que sont les épaves. Alors, Et- vous avez commencé par laquelle Ben, j'ai commencé, en fait, il y a de cela maintenant... j'ai commencé il y a 14 ans et j'ai monté ma première opération il y a une dizaine d'années à Haïti. C'est ça, c'était le galion, l'Oxford. C'était l'Oxford qui était le navire amiral, entre guillemets, disons, du roi des flibustiers de l'époque, qui s'appelait Henry Morgan. Ah oui, le grand Morgan. Le grand flibustier des Caraïbes. Alors cette opération, bon, donc m'a donné le goût d'aller plus loin, de monter des opérations de plus grande envergure, et ça m'a amené à monter dans diverses opérations, jusqu'à donc finalement la dernière opération qui était la recherche d'un navire pirate, et j'ai en fait bouclé la boucle au bout de 10 ans en trouvant cette épave donc à l'île Maurice. Alors, c'est difficile d'obtenir des autorisations, parce que c'est pas si simple, hein, C'est finalement. très Aussi bien difficile. des gouvernements séchellois que mauriciens ou autres, c'est pas facile. Tout à fait, c'est très difficile. Disons que je dirais que c'est le plus dur dans toute l'élaboration d'un programme, c'est d'avoir des permis de concession. C'est je dirais, un passage obligatoire, parce que, je veux dire, lorsqu'on n'est pas un pirate soi-même, ni un pilleur d'épaves, et lorsqu'on fait les choses légalement, on doit avoir des autorisations pour fouiller les épaves qui se trouvent dans les eaux territoriales. Et puis, il faut savoir surtout où elles se trouvent, précisément. Alors il faut effectivement faire des études en archives qui sont assez longues, assez fastidieuses, dans des langues souvent étrangères et dans des manuscrits qui sont écrits avec la langue et surtout l'écriture de l'époque. Donc ça demande, disons, des spécialistes pour traduire le vieil espagnol du XVIe siècle ou le vieil hollandais du XVIIe, etc. Et le vieux François, effectivement, de l'époque. Et lorsqu'on a effectivement abouti dans nos recherches à sélectionner un certain nombre d'épaves, disons 4, 5, 6 épaves dans une seule zone, là il faut effectivement contacter les gouvernements du coin pour avoir des permis. D'ailleurs, vous travaillez avec un historien et des gens qui Tout à fait, vous tout à aident fait. beaucoup. Alors, après donc l'Oxford, qui est ce galion coulé en 1869, vous avez donc un peu parsemé toutes les mers du monde, Oui. dans le canal du Mozambique par exemple. Entre autres, alors ça c'est le cas de Mozambique, c'est venu effectivement après plusieurs années, après avoir essayé d'avoir des permis aux îles des Açores, bien sûr, parce Ouais. que j'étais d'abord intéressé par les galions espagnols, sur Ouais. toute la route des Indes occidentales, et puis... Et c'est ceux qui avaient le plus de sous aussi, en plus, dans le Euh, canal, non, pas forcément. Oui et non, disons que c'est ceux qui sont le plus connus. Oui. Mais il y a des navires, entre autres des caraques portugaises du XVIe siècle, qui transportaient des marchandises extrêmement précieuses. Et donc je suis arrivé finalement en 87 à m'intéresser au canal de Mozambique, où là j'ai monté une opération avec le concours du ministère de la Culture français sur un atoll français qui est en plein milieu du canal de Mozambique, qui s'appelle Bassas da India,
et qui fait partie des îles Éparses, où il y a effectivement, étant donné que c'est un véritable piège à bateau depuis très longtemps, il y a un certain nombre de vestiges encore, et qui sont malheureusement pillés, parce que bon, il y a très peu de gens qui vont là-bas, ils sont pillés par des Sud-Africains du coin et qui viennent se servir, je dirais, grappiller. Alors sur l'extrait qu'on va voir maintenant, extrait du film Risque, on vous voit ramener le fût d'un canon, des porcelaines Ming. Je pense que Renaud Levanking va nous montrer tout cela. Ça, c'était un bateau hollandais du XVIIe siècle. C'est ça, c'était à l'île Maurice. Oui. C'est un navire qui a coulé en 1615 et qui faisait partie de la flotte du premier gouverneur général de la VOC, la fameuse compagnie hollandaise des Indes orientales. Et sur le chemin du retour, il a naufragé, pris dans un cyclone à l'île Maurice. Et vous avez réussi à reconstituer l'histoire du bateau à travers ce qu'il reste, parce que pour l'instant, on ne voit que des petites, que de très vieilles vergues ou de très vieux mâts. En tout cas, ça semble assez pourri, forcément. Oui, disons que le navire, après 375 ans sous la mer, c'était des navires en bois, bien sûr, il ne reste plus rien de l'infrastructure du navire. Par contre, il reste encore tout ce qui n'est pas périssable. Donc il reste, on trouve des balles de mousquet, on trouve les plaques de doublage en plomb, on trouve des pièces d'accastillage, et on trouve aussi, alors bien sûr, des fragments, et ça on a commencé à trouver après avoir creusé pendant, disons, 3 ou 4 mètres sous les sédiments, des fragments de porcelaine chinoise Ming, qui constituaient la plus grosse partie de la cargaison, parce qu'il y avait 90 000 pièces à bord de ce navire de la période de l'empereur Wanli, donc de la dynastie Ming. Et malheureusement, ce navire ayant été drossé avec violence contre la barrière de récif, ces porcelaines étaient toutes ébréchées, toutes cassées. Enfin, disons, pour l'histoire et pour la connaissance de cette cargaison, de cette fameuse craque porcelaine, comme on l'appelait à l'époque, c'était une découverte très intéressante. Alors, les deux bateaux que vous avez repérés à l'île Maurice, au large de l'île Maurice, Province Unie et le Speaker, ça, c'est deux bateaux qui sont vraiment coulés par l'aïeul, hein, par Robert Surcouf. Ah non, pas du tout. Ah bon. Ah non, pas du tout. Non, en fait, mon ancêtre, en tant que corsaire, évitait, dans la majeure partie des cas, de couler le navire. Souvent, il le récupérait. En fait, il le récupérait et il le revendait. Il revendait non seulement la cargaison, mais il revendait également le navire. Donc, en fait, finalement, je suis allé sur les traces de mon ancêtre. Oui, parce qu'il a longtemps mouillé à Port-Louis, à l'île Maurice. Oui. Tout à fait, c'était sa base de prédilection. Il est aussi passé à La Réunion, bien sûr, mais il était surtout basé à l'île Maurice. Ça s'appelait l'île de France à ce moment-là. L'île de France et La Réunion, l'île Bourbon. Et il a effectivement réalisé la plupart de ses exploits dans l'océan Indien. Mais je suis sur ses traces. Lui, disons, je dirais, travailler en surface. Moi, je travaille maintenant en profondeur. Donc, un petit peu, effectivement, sur le même genre de navire, c'est-à-dire les navires de Compagnie des Indes, mais pas directement sur les épaves qui leur coulé. Parce que les pirates coulaient facilement. Les corsaires ne coulaient que lorsque le navire, vraiment, je dirais, avait souffert du combat et était renvoyé. J'avais promis qu'on ferait la distinction entre corsaires et pirates. Les corsaires, ils avaient des lettres signées par le roi qui les autorisaient, au fond. Tout à fait. Ils avaient ce qu'on appelait une lettre de marque qui les autorisait à faire la course. Donc, d'où le nom corsaire. Les pirates étaient de vulgaires brigands. Des petits voyous, quoi. Voilà, qui attaquaient... Des brigands. De grands chemins maritimes. Oui, voilà. Alors, en ce moment, vous êtes en train de préparer une opération Phoenix, qui est une grande opération avec... là, je crois que vous voulez repérer quelque chose comme 35 épaves. Voilà, nous avons 35 épaves qui ont elles-mêmes été sélectionnées sur 120 épaves potentielles. Donc, nous avons sélectionné, je dirais, le dessus du panier, la crème des épaves, qui se trouve donc dans une zone privilégiée qui est toute la zone occidentale de l'océan Indien. Donc qui comprend une zone assez large, et cette opération va durer plusieurs années, et donc nous allons faire beaucoup d'opérations, des séries de films, enfin sur ces opérations, et nous pensons retrouver entre autres beaucoup de caraques portugaises, justement dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très intéressantes historiquement parlant, et également par leur cargaison. Voilà, si vous avez envie de rêver donc avec Surcouf, avec Eric, l'autre, La mer en héritage, sur la piste des trésors engloutis, c'est chez Artaud. Et puis on va...